Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième webinaire de la semaine 42. Nous venons de terminer une très belle conférence sur l'intelligence artificielle. Alors pour ceux qui n'étaient pas inscrits et qui souhaitent la revoir, il y aura du replay sur l'ensemble des 15 webinaires prévus au programme cette semaine. Donc pour ce deuxième webinaire, nous accueillons Emmanuel Winstein de La couleur du zèbre, qui va aborder un thème qui est l'organisation de son projet de création ou de refonte de site web. L'objectif à travers cette séquence, c'est de bien comprendre quels sont les différents enjeux à prendre en compte lorsqu'on a un projet de création ou de refonte de site. Donc voilà, pour respecter le timing et laisser à Manu le maximum de temps d'intervention, je lui donne tout de suite la parole. À toi, Manu. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous êtes tous en forme pour attaquer une heure d'échange et de découverte de méthodologie, d'organisation, de stratégie. On va parler de beaucoup de choses, de tout ce qui tourne autour du démarrage du projet de site web et on va évidemment aller plus loin que le démarrage et parler du projet au sens large et de la vie du site web. Je vais vous faire une présentation là, on va essayer de tenir sur 3/4 d'heure et on pourra échanger encore un petit peu plus tard sur tout ça. Je vous propose de réagir directement dans le chat pendant ma présentation. Si j'attrape des questions en direct, j'essaierai d'y répondre en direct. Sinon, on reviendra sur les questions à la fin. Et on se prendra un moment pour tout ça. Alors, je suis chef de projet à l'agence La Couleur du Zèbre. Et je suis également enseignant à l'Université de Strasbourg. Je vous partage mon écran. Je pense que vous le voyez tous. Et donc, je suis également co-gérant de l'agence La Couleur du Zèbre. Je vais vous présenter rapidement l'agence. On est une agence alsacienne, notre siège est à Strasbourg. On est une agence de communication web et pour vous dire dans les grandes lignes sur quoi on travaille, on est principalement du coup sur le web. On a un pôle qui est de développement web, de la programmation, un pôle qui est plus sur le graphisme, un autre pôle conseil, un autre pôle formation. Mais tout ça, c'est transverse et vous allez voir dans cette présentation que toutes les compétences et tous les pôles se rejoignent. On est également membre de Renatic, le cluster du numérique en Alsace, et membre mécène d'1% pour la planète. Ça vous donne un petit peu une idée de notre philosophie et de nos engagements. On est une agence de 6 personnes. On a tous des compétences transverses. On est dans le graphisme, dans la rédaction, dans les réseaux sociaux, dans les développements. Mais c'est important pour nous d'être toujours transverse parce que le web, c'est pas qu'un métier, c'est plein de métiers différents et qui se rejoignent toujours. Et pour avoir un bon projet web, il faut avoir une vision globale. Et c'est pour ça que c'est important d'être un petit peu couteau suisse dans le métier. Mais on a évidemment dans l'agence tous nos spécificités. Notre agence a plus de 10 ans maintenant. On travaille dans des secteurs publics et privés. On est sur ces deux créneaux, principalement sur l'Alsace, mais on traverse un petit peu la frontière et puis on est sur le reste de la France également. Et en termes d'outils, pour toujours parler de nous, terminer avec cet écran, on travaille principalement avec des outils qui s'appellent WordPress, Drupal, PrestaShop, Symfony, MediaWiki et Nina. Ce sont nos outils qu'on privilégie pour la création de
sites web et pour l'administration de ces sites au quotidien. Évidemment, on ne se limite pas à ces outils-là. On a encore d'autres outils, on a d'autres technologies. Là, c'est principalement des outils web. On a évidemment d'autres outils de gestion de projet, de création graphique pour le web et pour le print également, pour l'impression. On va parler très rapidement de ces outils à la fin. La présentation d'aujourd'hui, je la découperai en 4 parties. D'abord, les enjeux d'un site web en général. Quels sont les enjeux du web? Ensuite, votre définition de vos besoins et de votre projet. On parlera après de l'organisation du projet. On sera plutôt dans de la méthodologie, dans du planning et dans l'écriture de votre projet. Et on parlera ensuite du choix de l'outil de création de site. Et à la fin, on aura quelques slides sur des outils de création de site. On n'abordera pas tous les slides, mais toute cette présentation, vous pourrez la télécharger. Je vous donnerai le lien de téléchargement tout à la fin de la présentation et vous retrouverez les fiches. Il y a une quinzaine de fiches sur des outils de création de site web qui pourront vous servir pour faire des tests, pour aller vers l'un ou l'autre des outils. Alors, on va commencer par les enjeux d'un site web. Et là, on va parler communication au sens large. On va aller d'une approche macro vers une approche micro. Et on va parler d'abord de la communication, de la stratégie de communication au sens large. La communication, pour des aspects marketing, c'est d'abord, dans un premier temps, vous faire connaître, vous faire aimer et ensuite faire agir le client. Dans une stratégie de communication, on va commencer par définir vos cibles et leurs attentes et leurs besoins. Bien définir vos clients, les personnes à qui vous allez parler, comment vous allez vous adresser à ces personnes. On va ensuite définir vos offres et vos services, ça c'est plutôt quelque chose d'évident. Et on va ensuite définir un positionnement de communication qui vous permettra de vous démarquer de vos concurrents, définir votre personnalité et votre identité. Et là, on va même déjà parler d'identité graphique et on reviendra sur l'identité graphique un peu plus tard. L'identité graphique et la partie logo, charte graphique. Quand on a balayé tout ça, on va ensuite définir un plan de communication pour savoir comment on va agir, sur quelle durée et sur quel média. Nous, aujourd'hui, le média dont on va parler, c'est le web, mais évidemment, dans un plan de communication, on n'est pas que sur le web, on est sur tous les médias au sens large. Donc là, on est sur de la stratégie de communication. Quand je dis qu'on va faire ceci ou cela, là, c'est dans une logique de prestation, de création de support de communication et dans un accompagnement conseil. Tout ce travail-là, vous pouvez évidemment le faire de votre côté. Toute l'approche qu'on aura aujourd'hui, c'est une approche accompagnement en agence ou accompagnement ou création de son site en autonomie. On sera vraiment sur les deux aspects et l'objectif un petit peu de tout ça, c'est de savoir est-ce qu'on va faire son site web soi-même ou le faire avec une agence. Les objectifs maintenant de la présence sur le web. Pourquoi est-ce que vous allez être présent sur le web? Ça, vous vous en doutez sûrement. L'objectif principal, d'abord, c'est de la visibilité, d'être présent, de pouvoir présenter ses services et ses produits. On va ensuite pouvoir agrandir sa zone de chalandise, gagner de nouveaux marchés, aller sur des nouvelles cibles qu'on ne pourrait pas avoir sur d'autres médias. Le B2C, c'est du classique, et le B2B, ça va être peut-être plus facile sur du web. Dans les grandes lignes, on va aussi évidemment vouloir vendre en ligne et augmenter son chiffre d'affaires et améliorer sa notoriété, son image de marque. Ça fait partie aussi des objectifs d'une simple présence web. Au-delà de la présence, il y a les enjeux quand on va créer son site web. Il ne s'agit pas simplement d'être présent sur le web et d'avoir un site web, mais après, il faut que tout ça, ça fonctionne. Donc, le site web qui fonctionne, c'est un site qui génère du trafic.
si vous voulez que ça marche, il faut du monde, il faut une bonne visibilité, il faut un site qui soit très, très efficace en termes de référencement, que ça soit naturel, payant, réseaux sociaux. On reviendra sur les aspects réseaux sociaux un peu plus tard. Un site web, c'est aussi un outil pour réassurer et travailler l'image de marque. La qualité, ça, c'est fondamental sur un site web. Pour que votre site web fonctionne, on va présenter efficacement les services et les produits. Donc là, on sera plutôt sur des aspects ergonomiques et graphiques. Et on va convertir l'internaute en client. La conversion, c'est l'enjeu du site web, l'enjeu majeur, l'enjeu final du site web. Et là, il faudra agir à différents niveaux. Les voici, ces niveaux. On est ici maintenant sur la recette pour bien réussir son site web en termes de stratégie. Mettre le site web au centre de la stratégie digitale. La stratégie digitale, c'est tout ce qui va, tous les médias qu'on va utiliser dans le web, tous les supports web, les réseaux sociaux, les newsletters, de la publicité, ce qu'on appelle des annonces, tout le référencement naturel aussi. Tout ça doit converger vers votre site web. C'est votre site web qui vous permettra de vendre. C'est votre site web qui est central dans un projet de stratégie digitale. Donc tout ça doit drainer du monde sur votre site web. Évidemment, quand on arrive sur le site web, il faut être sur des messages qui sont très forts, une stratégie éditoriale qui est claire, ce qu'on appellera dans notre métier du wording. Ce qui nous permet d'arriver au point suivant, la gestion des contenus de qualité. Quand on parle de contenu de qualité, c'est des textes, c'est des pages, du rédactionnel, avec du coup un rythme de publication, une fréquence de communication constante, qui permet aussi d'avoir du coup un référencement naturel de qualité. Le contenu, c'est vraiment très très important. Le contenu, c'est à la création du site web qu'on va travailler sur le contenu, mais c'est aussi au quotidien, pour toute la vie du site. On devra avoir cette fréquence de communication, cette constance. Pour convertir l'internaute en client, il faut un site ergonomique. Il faut que l'internaute soit à l'aise, il faut qu'il ait une bonne expérience d'utilisateur en naviguant sur votre site. Ce qu'on appelle l'UX, l'UI dans notre métier. L'UX, c'est User Experience, l'UI, c'est User Interface. Et c'est une science qu'on applique à l'interface de notre site web. Sur ces aspects ergonomiques se greffent ensuite les aspects graphiques du site, avec la mise en place de l'interface à votre image. Là, on revient sur les aspects qualitatifs, image de marque, et évidemment en cohérence avec tous vos autres supports, imprimés, vidéo, etc. Des erreurs à ne pas commettre dans une stratégie, dans un projet de site web au démarrage. Partir sur un projet surdimensionné serait une erreur. Et on parlera tout à l'heure de méthode agile pour ne pas se lancer dans un projet trop gros dans lequel on serait dépassé et qui peut-être n'aboutira jamais. Ensuite, partir sur des technologies qui ne seraient pas open source. L'open source, c'est le langage ouvert qui permet du coup de confier son développement, son code source à d'autres développeurs et d'être toujours dans la continuité. Donc, partez toujours sur des technologies open source. Ne pas définir son périmètre fonctionnel. Et on va parler plus tard des aspects fonctionnels. Le fonctionnel, c'est ça rejoint tous les aspects techniques. Donc, il faut quand même bien se poser les questions des fonctionnalités dans le détail. Et ne pas sous-estimer le temps qu'il vous faudra pour rédiger vos contenus et pour animer les réseaux sociaux. Là, je parle du projet à la création du site web, mais aussi au quotidien.
Deuxième phase dans cette présentation, la définition des besoins pour son projet. Dans un projet de site web, on va commencer par écrire un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est la liste au Père Noël, c'est tout ce qu'on voudrait. Avant de faire la liste de tout ce qu'on veut, on va d'abord présenter l'entreprise, présenter ses cibles, ses produits et ses services, et les objectifs du site. On va là-dedans définir une arborescence, alors une ébauche d'arborescence, parce qu'on va la faire évoluer par la suite, cette arborescence. On va détailler les fonctionnalités attendues. Là, on parlera de fonctionnalités, d'outils, de logique, de navigation, d'applications. Et on va se projeter dans un rétro-planning. Ça ne sera pas un rétro-planning au sens du développement du site, mais plutôt par rapport à des échéances de mise en ligne et de cohérence avec votre plan média, avec vos objectifs marketing, vos objectifs de communication. Le cahier des charges, c'est quelque chose que vous allez rédiger de votre côté, dans tous les cas. Que vous fassiez votre site pour vous-même ou que vous demandiez à une agence de le créer. Le cahier des charges, c'est mettre à plat votre projet, bien définir toutes les facettes de votre projet avant de vous lancer. Et ce cahier des charges, ça sera le document que vous allez fournir, par exemple, à une agence de création de site web pour que l'agence vous produise ensuite un devis. Le cahier des charges, c'est votre liste des besoins et face à ça, l'agence va faire un devis ou des spécifications fonctionnelles. Donc, on reviendra sur ce point-là. Alors, pour définir quelles sont vos fonctionnalités, pour approfondir le quatrième point de cette liste, fonctionnalités attendues, je propose qu'on réfléchisse un petit peu à quels sont les types de sites web. Un site vitrine, c'est un site classique, institutionnel, un site d'entreprise qui va simplement présenter vos services, qui vous êtes, ce que vous faites, éventuellement vos produits. Et là, on travaillera évidemment sur l'image de marque et la réassurance. La boutique en ligne, la boutique de vente en ligne, c'est un site sur lequel on peut acheter. On a la possibilité de commander, de payer, de gérer ses paramètres de livraison, etc. Donc, on est sur un site qui crée du chiffre d'affaires, qui permet directement de faire de la vente et qui est du coup qui devient un outil central dans le quotidien d'une entreprise qui fait de la vente en ligne, mais qui ferait aussi de la vente en direct. Dans les typologies de sites web, on a aussi le blog, qui est un site vraiment éditorial, le wiki, qui est un site plus collaboratif dans lequel on pourra proposer aux internautes de rédiger des articles. Le forum, c'est un site sur lequel on va amorcer des sujets de discussion, où on va même laisser l'internaute démarrer des sujets de discussion. Le portail, lui, c'est un site qui se met au-dessus du site vitrine et du site boutique et du blog. C'est en quelque sorte une ou plusieurs pages qui vont renvoyer vers différents sites. Le portail, c'est souvent juste un point d'entrée. Il n'y a pas forcément de contenu et d'arborescence derrière le portail, mais c'est surtout une manière de rediriger vers d'autres sites. L'extranet, là on rentre dans quelque chose de plus fonctionnel. E-learning, application web, on est sur quelque chose de plus fonctionnel, plus applicatif. Un extranet, on pourrait appeler ça aussi un intranet, parfois on mélange un petit peu les deux. Un extranet, c'est donner accès à un espace qui est privé en quelque sorte, à des outils en ligne, et on donne accès du coup à des internautes qui identifiant mot de passe, qui font partie d'une entreprise ou qui sont des clients qui sont déjà identifiés. L'e-learning, ce sont des applications qui permettent de partager des documents, qui permettent de faire des cours en ligne et de faire du coup aussi des remises de documents, de la notation, etc. Et ensuite, l'application web au sens large,
créer un site, ça peut être une application. Facebook est une application web. Spotify était une application web, mais devenue plus qu'une application web, c'est devenu aussi une application ordinateur. Il y a beaucoup de sites sur lesquels on se connecte qui sont des applications web et qu'on ne va pas forcément identifier en tant qu'application, mais ce sont des outils. Et vous pouvez très bien avoir une idée ou un besoin de création d'applications web, par exemple dans le cadre de création d'une start-up. Alors, dans le détail, les fonctionnalités qu'on pourrait retrouver dans un site vitrine. Là, je vous fais un listing de fonctionnalités que vous pouvez, dans lequel vous pouvez piocher pour écrire votre cahier des charges. Des fonctionnalités, c'est par exemple avoir une arborescence complexe, donc des fonctionnalités de navigation un peu particulières, plusieurs menus, des menus qui sont fixes, des menus qui seraient statiques, des menus déroulants avec différents niveaux, une catégorisation de produits. La gestion d'actualité blog, là on revient à de la gestion éditoriale. Des commentaires sur des articles, avoir un site vivant qui permet à l'internaute d'interagir avec ses publications. Un agenda. Un agenda, c'est une fonctionnalité dans le sens où des publications, des pages seraient liées à une date, à un événement à venir, et vous pouvez du coup, pour un événement à venir, indiquer des lieux, des Google Maps, des tarifs, des frais d'entrée, des horaires pour un événement, par exemple. La gestion multilingue ou multisite, c'est une manière de créer des arborescences complexes, souvent symétriques, traduire son contenu. C'est une fonctionnalité, c'est pas natif à tous les outils de création de site web, et c'est quelque chose qui demande du travail en termes de développement, donc c'est pas un détail, il faut vraiment le lister en tant que fonctionnalité dans votre cahier des charges. L'interface d'administration, c'est l'outil de création et de gestion de site web. C'est ce qui vous permettra de rajouter des pages, rajouter des menus. L'interface d'administration, doit être simple et doit être efficace, parce que ça devient finalement votre outil de travail au quotidien, si vous gérez bien votre site web. Des sliders, diaporamas, tout ce qui est outils d'animation, des outils, des éléments dynamiques sur votre site web qui permettraient de faire défiler de la photo, de la vidéo. C'est important de le préciser dans votre cahier des charges, au même titre que les formulaires, qui seraient des formulaires de contact, des formulaires de sondage, des formulaires d'inscription, de réservation. De l'inscription à la newsletter aussi, des cartes interactives, le partage vers les réseaux sociaux et tout ce qui concerne le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est évident, il est au cœur de tous les projets, on l'a vu avant quand on parlait de stratégie, mais c'est important de le remettre quand même dans son cahier des charges, de toujours mettre l'accent sur le référencement naturel et mettre le référencement au cœur du projet. Ensuite, pour la création d'un site de vente en ligne, je vous ai listé là des fonctionnalités qui sont spécifiques à ce type de site web. Puisque avant on était sur le site vitrine, le site classique. Là, quand on va vers la vente en ligne, on a des fonctionnalités qui se rajoutent à ce qu'on a vu avant, évidemment. Et quand on parle de vente en ligne, on parle de paiement en ligne, donc CB, virement, chèque, etc. De livraison, de frais de port, de poids, de colis. On parle aussi de retour de colis, d'avoir et de services après-vente. Il faudra sur votre site un ensemble d'éléments pour la promotion et pour le web marketing. Des outils de réduction, de vente flash, de cross-selling, c'est-à-dire de continuité de navigation, où on va proposer d'autres produits quand on est sur une fiche produit, d'inscription à la newsletter pour fidéliser vos clients, etc. On devra aussi travailler avec des comparateurs de prix et des marketplaces, parce que vous avez
sûrement déjà recherché un produit sur le web et vous n'êtes pas tombé directement sur le site du fabricant et le site du vendeur. Vous êtes tombé sur des outils de vente par Google ou par d'autres sites web qu'on appelle des marketplaces. Donc il faut pas vendre que sur son site web, faut aller vendre ailleurs pour toujours drainer du monde aussi vers son site web et rendre toujours le site web central. Le multilingue, c'est important aussi pour de la vente en ligne, du B2B. Peut-être que vous ne vendrez pas un particulier, mais que vous allez simplement travailler avec d'autres fournisseurs. Donc votre site de vente en ligne, il peut être réservé aux professionnels, c'est-à-dire que vous n'allez pas afficher vos prix. Vous allez d'abord rentrer en contact avec des fournisseurs ou des sous-traitants et à ce moment-là, vous donnez accès à votre site de manière privée pour donner de la visibilité à vos produits et vos tarifs. Et évidemment, les réseaux sociaux et les référencements naturels qui sont toujours au cœur du projet. En réponse à un cahier des charges, vous listerez vos besoins en termes de fonctionnalité. Un professionnel vous fera un cahier de spécifications fonctionnelles et techniques, ou peut-être simplement un devis, si on veut commencer rapidement, parce que les spécifications fonctionnelles et techniques, ça prend du temps et c'est souvent une prestation que d'écrire ce cahier de réponse qui correspond à une réponse aux fonctionnalités que vous demandez. Donc d'un côté, dans le cahier des charges, vous listez vos fonctionnalités, ce que vous voulez. Et en parallèle de ça, le professionnel vous propose une solution technique et la détaille dans ses spécifications fonctionnelles et techniques. Donc on décrit vraiment dans les détails les fonctionnalités. Pour chaque bouton, ce qui va se passer, je clique ici, qu'est-ce que ça enregistre, qu'est-ce que ça génère comme autre page, où est-ce que j'arrive, etc. Il faut vraiment rentrer dans tous les détails pour ne rien rater, pour ne pas avoir de surprise en termes de planning, en termes de budget pour la réalisation du site web. On détaille aussi tout ce qui tourne autour de l'outil de gestion de site web, ce qu'on appelle un CMS dans notre jargon. CMS, ça veut dire Content Management System, et on va voir tout à l'heure une liste d'outils de gestion de site web. On va aussi parler des technologies employées, donc là on vous explique que votre site sera réalisé par exemple en HTML, CSS, etc., qui sera compatible avec les derniers navigateurs, avec tous les mobiles, etc. On parlera aussi des caractéristiques de l'hébergement parce que l'hébergement, ça sera un coût annuel et il faudra bien être bien prévoir cette prestation-là qui est souvent gérée par une autre entité, par une autre entreprise. Hein. Une agence de création de site web n'est pas une entreprise d'hébergement. C'est deux métiers différents. Et ensuite, l'agence va vous proposer un planning prévisionnel. Et là, on sera plus dans le détail, on sera sur quelque chose de peut-être plus long, plus réaliste que ce que vous avez mis dans votre cahier des charges. La charte graphique. Je l'ai mis à ce stade-là de la présentation. On aurait pu en parler plus tôt parce que la charte graphique, c'est un élément déjà de la stratégie. C'est quand on va élaborer la stratégie de communication qu'on va définir une charte graphique, un logotype, une baseline, votre slogan. Et dans cette charte graphique, la charte graphique, ça va être la base pour le démarrage du projet. On a besoin, en amont de tout projet, pour l'impression ou pour le web, d'une charte graphique qui est structurée, qui est cohérente. Alors, je l'ai mis ici parce qu'on va enchaîner avec la notion de planning et de méthodologie de projet. La charte graphique, c'est un document. C'est pas l'image, c'est pas le logo. Il ne faut pas confondre les deux. La charte graphique, c'est un document, souvent PDF, qui définit votre logo et comment on utilise votre logo, les règles d'utilisation, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, qui définit aussi votre ligne graphique, c'est-à-dire vos polices d'écriture, vos couleurs à utiliser, à respecter, et d'autres éléments de ligne graphique, par exemple des pictogrammes, des éléments vectoriels, des illustrations qui enrichissent votre logo et toute votre identité graphique. Et ensuite, dans une charte graphique,
on va présenter aussi des exemples d'utilisation de votre logo et de votre identité visuelle. On va faire par exemple un exemple de carte de visite, de papier en tête ou de page d'accueil de site web par exemple. Donc ça, c'est un document qui synthétise toute votre identité visuelle et qui sera le premier élément à réaliser avant de vous lancer dans tout support de communication. On va passer maintenant à la phase organisation d'un projet. On va parler de méthodologie. On considère maintenant que notre cahier des charges est fait, que notre devis est réalisé ou que nos spécifications fonctionnelles sont écrites dans le cadre d'un travail avec une agence, mais si vous êtes dans une création en autonomie, si vous voulez faire votre site tout seul, vous pouvez très bien appliquer cette logique à votre projet. Alors pour créer un site web, il faut des compétences. On va d'abord parler de compétences. Évidemment, le web, c'est de la programmation, c'est du développement, de l'HTML, du CSS, du PHP, du JavaScript, tout ça, c'est des langages de programmation. On n'est plus obligé en 2020 de maîtriser tous ces langages pour faire un site web. Mais quand on fait un site web avec des outils qui nous évitent de passer par de la programmation, on est vite limité et on arrive à un stade où on passe quand même par du développement. On finit par être bloqué et on doit quand même se plonger dans le développement. On doit avoir des notions d'ergonomie, ce qu'on appelle aussi de l'expérience utilisateur, c'est ce que j'appelais avant l'UX et l'UI, du graphisme, des compétences en design, en rédaction, en référencement web, en traduction, de la maintenance, parce qu'un site web, ça doit être maintenu, les outils doivent être mis à jour. On doit réaliser des sauvegardes, on doit travailler sa sécurité, on doit prévenir des piratages. On doit aussi avoir de la disponibilité pour toujours mettre à jour son site web et être réactif. On doit, si on veut faire son site web soi-même, il faut être autonome, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut avoir du coup cette capacité d'apprentissage. Et sûrement que vous avez un autre métier à côté et que si vous avez besoin d'un site web, c'est pour votre entreprise et qu'il faut faire tourner cette entreprise à côté et peut-être consacrer votre temps plutôt à votre entreprise plutôt que d'apprendre tous ces métiers et de passer vos week-ends à faire votre site web. Dans ce cas, peut-être qu'il faut faire appel à une agence. Mais je laisse la question ouverte. On n'est pas obligé forcément en 2020 de passer par une agence pour démarrer en tout cas son projet de site web. Donc si on veut faire son site web soi-même ou bien maîtriser ou mieux maîtriser son site actuel ou bien faire son site web, il faudra une montée en compétences. Dans tous les cas, une montée en compétences. Monter en compétences, ça veut dire se former pour maîtriser l'outil d'administration du site, l'outil de gestion et de création de votre site web. Ça nécessite une formation. La gestion du SEO et du SEA. SEO, ça veut dire référencement naturel. SEA, c'est référencement payant. C'est tout ce qui est annonce. Et ça, c'est pas une mince affaire. Donc là aussi, il faut de la formation. Ça rejoint la partie web marketing et stratégie. La présence sur les réseaux sociaux, le community management, tout ça, c'est beaucoup de temps. Il faut être régulier, il faut être pro. C'est plusieurs heures par jour. Donc, ça peut être une montée en compétences, un recrutement en interne ou externaliser certaines parties. Vous pouvez très bien créer votre site web vous-même et confier la gestion des réseaux sociaux ou la partie rédactionnelle à une agence. On n'est pas obligé de confier tout son projet à une agence. On peut vraiment diviser ça. Sur cet écran, on va peser un petit peu les pour et les contre de faire son site en ligne, c'est-à-dire faire son site soi-même, créer son site par une agence. Faire son site en ligne, ça va très vite, puisqu'on est dans quelque chose d'assez simple. Le faire par une agence, il faudra un travail un peu plus en profondeur avec l'agence. Il faudra des différentes étapes, passer par différentes étapes. Et
Ça prendra un peu plus de temps. Le prix, évidemment, sera beaucoup plus élevé si on le fait faire par une agence. Mais avoir un site en ligne, il y a quand même des coûts derrière un site en ligne. Tout n'est pas gratuit quand on fait un site en ligne. La maintenance, elle est plus simple quand on fait un site en ligne, puisque tout est pré-hébergé, on est sur du cloud, on peut dormir tranquille. La personnalisation du design, elle est possible quand on fait son site en ligne, quand on fait son site soi-même, mais évidemment, on ne peut pas aller aussi loin que quand une agence vous crée votre design. Une agence vous fera du design sur mesure. Elle peut placer n'importe quel bouton à n'importe quel endroit, changer n'importe quel code couleur de votre site web ou typographie. On peut aller vraiment dans quelque chose de très personnalisé, très poussé, alors que l'outil de création de site en ligne est pas forcément, vous donne pas autant de latitude. Les fonctionnalités seront plus limitées sur un outil de création de site web en ligne et le référencement sera évidemment moins bon à différents niveaux pour des questions techniques et aussi de contenu, de stratégie, puisque l'agence va aussi vous apporter son expertise sur toute la partie éditoriale. Donc c'est une agence de création de site web. Elle n'est pas là que pour faire des développements et du design, mais aussi pour vous apporter tout le conseil en contenu, en stratégie, en amont et en aval de la création du site. En termes de planning, on a 4 grandes phases. La phase d'analyse et de stratégie, la phase de réflexion, ensuite la phase de conception, où on va être plutôt sur des aspects graphiques, ergonomiques. La phase en bleu de développement, on sera là sur de la programmation, donc on est sur une phase qui est plus en interne au niveau de l'agence, où vous, en tant que client, vous êtes moins impliqué dans le projet. La pré-production, c'est vous former à l'outil, travailler sur les contenus, préparer votre site juste avant sa mise en ligne. Et ensuite, une fois que le site est en ligne, on l'anime, on travaille sur les réseaux sociaux, on optimise le référencement naturel, on travaille sur du référencement payant, des annonces, et on a une maintenance opérationnelle aussi pour s'assurer que votre site est toujours à jour, qu'il est toujours sécurisé. Donc ça, c'est dans les... Dans un projet, dans le détail, on a des jalons, on a des sous-phases qui se suivent, qui doivent se terminer pour que d'autres puissent démarrer. Donc, évidemment, le retard dans une des phases, des sous-phases, des tâches, engendrera des retards pour le reste. On pourrait voir deux cycles qui se feraient en parallèle. Les aspects du site d'un point de vue ergonomique, arborescence et graphique et développement. Et en parallèle de tout ça, la partie formation, rédaction des contenus, de travail sur les parties éditoriales. On va du coup pouvoir réaliser ces deux étapes en parallèle. Je vous ai mis là 3 mois, une moyenne de 3 mois. 3 mois, c'est en général ce qu'on prend pour faire un site web. Essayer de faire un site web en dessous de 3 mois, ça serait griller certaines étapes, ça serait bâcler certaines étapes et aller peut-être un peu vite. Des sites web peuvent créer un site web, ça peut prendre parfois 1 an, ça peut prendre 6 mois, 2 ans. Là, on est dans une logique de création vraiment sur mesure, où on va enchaîner toutes les phases. Et on appelle ça de la méthode forfait. Et on va comparer du coup cette méthode forfait à la méthode agile. C'est 2 manières de voir la création de site web. Et je vais vous détailler les deux pour que vous compreniez bien la différence entre les deux et peut-être qu'une méthode est plus appropriée à votre projet que l'autre. La méthode forfait, c'est la méthode la plus classique, c'est ce que je vous ai détaillé jusqu'à maintenant. Écrire un cahier des charges, définir ses besoins, et à partir de ça, une agence va pouvoir vous faire un devis. Et quand on fait un devis, on donne un tarif définitif, un tarif ferme, et on va, à partir de
du démarrage de projet, maintenir ce budget. Le budget ne va pas évoluer jusqu'au bout, à moins qu'il y ait des évolutions, des demandes de votre part qui vont se rajouter, mais l'agence doit, sur ce budget ferme, ce qui nécessite du coup un cahier des charges parfaitement défini. Il faut vraiment rentrer dans les détails pour qu'il n'y ait pas de surprise. Le périmètre est bien fermé, ni plus ni moins. On a signé, on fait ce qu'on a demandé et on va tout livrer. Et on a un budget qui est maîtrisé, avec un maximum. Alors, j'ai mis entre parenthèses en théorie, parce que si, évidemment, des demandes arrivent en plus, ou certaines choses n'auraient pas été bien définies au départ, il peut y avoir des zones d'ombre. Et donc, il faudra parfois des rallonges budgétaires. Mais si le cahier des charges est bien défini et que les spécifications fonctionnelles détaillent aussi toutes les fonctionnalités, on est sur un budget maîtrisé. Et là, on a une longue attente avant une mise en ligne, parfois on est toujours sur plusieurs mois au minimum, parfois plusieurs années. C'est long parce qu'on a différentes phases et qu'il faut passer par toutes les phases pour arriver à la fin de son projet. C'est ce qu'on appelle la méthode forfait. On va opposer cette méthode forfait à la méthode agile. La méthode agile, elle permet d'être très réactive, très rapide, pragmatique et travailler sur des périodes très courtes et avoir une mise en production très rapidement. Ce qui, dans les faits, veut dire qu'on a des cycles de réalisation qui sont sur une semaine à un mois maximum et que chaque cycle aboutit à un élément qui est mis en production, qui est mis en service, qui est mis en ligne. Et on a pour ça un travail qui est à la journée. Et vous allez demander à un expert ou une agence de travailler un jour, 2 jours, une semaine pour réaliser un cycle. Et ce cycle sera du coup peut être déjà mis en ligne et on peut arrêter le projet à la fin d'un cycle ou recommencer par un autre cycle. C'est ce qu'on appellera aussi des versions. Ce qui permet d'avoir un site qui est mis en ligne très rapidement et exploitable très rapidement. Je peux vous donner un exemple de méthode agile qu'on appliquerait à la création d'un site web. On pourrait dire que le premier cycle, la première boucle, ce qu'on appelle aussi des itérations, c'est par exemple la création d'une page d'accueil. On démarre un projet de site web, on va commencer par la page d'accueil, on se fixe un objectif. Dans un mois, vous avez votre page d'accueil. On va réfléchir uniquement à cette page-là, la plus efficace possible. On va avoir quelques phases en interne. Hein. C'est pas juste une phase, mais il y a à l'intérieur de cette phase aussi de la création graphique et un travail sur le développement et les aspects rédactionnels. Mais on se concentre sur la page d'accueil. On la met en ligne. Et donc, on est déjà visible par les internautes. Le référencement peut commencer. On peut commencer à communiquer sur ses prestations, son produit, etc. Donc, on est directement, on est très efficace et on est exploitable. On va ensuite, pour le mois suivant, se dire qu'on va définir, par exemple, un catalogue de 5 produits. On travaille du coup pendant une semaine à un mois sur un catalogue de 5 produits. Une fois que ces 5 produits sont en ligne, on va rajouter peut-être sur le troisième cycle le système de paiement avec le système de panier. Sur le quatrième cycle, on va peut-être travailler sur un catalogue de 10 produits, de 20 produits, etc. Ou créer une version multilingue sur le cinquième ou sixième cycle. Donc c'est toujours des étapes qu'on termine, qu'on met en production, qui sont exploitables, qui permettent déjà de vendre, de rentabiliser le cycle qui vient d'être fait, et on entame ensuite le cycle suivant. Alors, le défaut qu'on pourrait voir dans cette méthode, c'est le budget. Parce qu'on n'a pas de visibilité à long terme sur le budget. On a de visibilité courte. Si vous nous dites, on veut une page d'accueil, OK, on l'aura dans un mois. On peut vous dire que ça prendra, par exemple, 4 jours. On sera, par exemple, à 2 000 € pour réaliser une page d'accueil. Mais on ne peut pas vous dire le budget du cycle suivant, puisqu'il dépend de ce qu'on a réalisé dans le premier cycle. Et ce qui est encore intéressant là-dedans, c'est qu'on peut se remettre en question. Si on se rend compte que la page d'accueil qu'on a réalisée, on est parti dans la mauvaise direction, on peut revenir en arrière. Contrairement à la méthode par forfait, où on va
terminer le produit, on va finir le produit et c'est là qu'on va finalement le tester et remettre en question ce qu'on a fait. Donc, la méthode agile, ça peut être une première approche avec des budgets qui restent quand même maîtrisés, mais qui sont définis au compte-gouttes et on n'a pas un budget total, une visibilité sur un budget total sur une année par exemple, ou sur 2 ans de vie du site. Et ensuite, la dernière partie de cette présentation, c'est le choix de l'outil de création de site web. Un outil de création de site web, je vous l'ai dit avant, c'est ce qu'on appelle un CMS, Content Management System. Il a pour but de créer un site web sans coder, de vous permettre de le mettre à jour et de le faire évoluer sans faire de code, sans programmation. Il existe soit en ligne, ce qu'on appelle du cloud, soit en open source. Et je vais vous présenter rapidement les deux aspects. Un outil de gestion de site web prendra toujours un back-office et un front-office. Le back-office, c'est votre outil d'administration, c'est votre accès personnalisé, c'est votre application de mise à jour. Et le front-office, c'est ce que voit l'internaute. Les pages d'accueil, les pages produits, le panier, son compte utilisateur, par exemple. Dans tous les cas, avec un outil de gestion de site, avec un CMS, on n'a pas de logiciel à installer sur notre ordinateur. On va simplement se connecter à une page web. On peut donc y aller depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette. On n'a pas de contraintes en termes d'équipement. Alors, les outils de création de site web en cloud, les outils en ligne. Ce qui est intéressant, c'est en termes de budget, c'est qu'il y a des outils gratuits et il y a des outils qui nécessitent un paiement par mois. C'est souvent par mois ou à l'année, entre 0 et 300 €. Je dirais que la moyenne, elle est entre 15 et 50 € par mois. L'avantage de tout ça, c'est qu'on a une création instantanée. On crée son compte, on a son site tout de suite, sa page active. Et on va après construire, structurer. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en quelques heures, on peut être présent sur le web. On va être guidé quand on crée ce site-là. On est guidé dans l'interface, on a des modes d'emploi en ligne. Donc on peut, en consacrant un peu de temps, créer rapidement un site web. Le nom de domaine, l'hébergement, tout ça, c'est inclus, c'est mis à jour automatiquement. On n'a pas besoin de se soucier de ces aspects-là. Et en termes de web design, on va choisir un design. On ne sera pas forcément sur un design personnalisé. Il sera paramétrable, mais ça ne sera pas votre propre design. C'est là vraiment le défaut de l'outil en ligne. Et en termes de fonctionnalité, on sera aussi limité. On ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas avoir des fonctionnalités qui sortent du quotidien, c'est-à-dire du classique, c'est-à-dire diaporama, formulaire de contact, produit et par exemple paiement en ligne. Le référencement naturel de ces outils en ligne est souvent peu performant parce que ces outils manquent un peu de visibilité au niveau des moteurs de recherche. En termes de technologie, ça ne vaut pas un outil mis en place par une agence, un outil open source. Et évidemment, quand l'agence va vous créer votre site avec un outil open source, on va travailler plus sur les contenus. Donc l'outil open source, lui, il est téléchargeable, mais vous devrez l'installer sur un hébergement. Et là, on rentre dans du développement. C'est pour ça qu'il faudra souvent faire appel à une agence pour utiliser un outil open source. Il est gratuit, il n'y a pas d'abonnement mensuel, vous aurez juste un hébergement annuel à payer avec un nom de domaine, et ça, vous pouvez souscrire auprès d'hébergeurs pro. Vous n'êtes pas obligé de passer par une agence. Il y a beaucoup d'hébergeurs en ligne. Vous pourrez faire un design graphique sur mesure. Ça nécessitera souvent des développements. C'est pour ça que l'agence intervient dans un projet open source. Et vous aurez un meilleur référencement naturel, vous aurez des fonctionnalités qui seront beaucoup plus poussées, avec évidemment une possibilité d'accompagnement par l'agence pour les rédactions et la ligne éditoriale. Pour continuer sur ces aspects open source, on a besoin donc d'un nom de domaine pour mettre en ligne son site,
d'un hébergement. En moyenne, on est sur une centaine d'euros par an. De compétences, et là on revient sur le slide 23 qu'on a vu avant, du développement au graphisme en passant par l'autonomie et la persévérance. Donc se lancer dans un projet open source, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais c'est ce qu'il y a de plus pro. J'ai ensuite une dizaine de slides là, dans ma présentation à propos qui vous présentent différents outils open source et différents outils en ligne, en cloud. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais les survoler. Vous pourrez télécharger ce PDF pour les étudier dans le détail. Je m'arrête peut-être sur un ou deux outils. PrestaShop, c'est l'outil que je vous conseille vraiment pour faire de la vente en ligne. D'un point de vue open source, c'est un outil open source qui existe aussi en cloud, mais qui est très connu pour ses aspects open source, qui est vraiment très pro. On est vraiment là sur toutes les attentes en termes de fonctionnalité pour de la vente en ligne, de la gestion des stocks, du SAV, des caractéristiques de produits très poussés, des différents types de paiements, etc. Je m'arrête aussi sur WordPress, qui est un outil de gestion de site plutôt vitrine, qui est très répandu. C'est l'outil le plus utilisé pour la création de sites actuellement. Il y a à peu près un tiers des sites web qui sont créés et gérés avec cet outil open source WordPress, qui existe aussi en cloud, qui évidemment a les défauts du cloud, si vous prenez cette version-là. C'est un outil qui est intéressant parce qu'il permet de démarrer rapidement. Vous avez beaucoup de design graphiques qui sont gratuits et à installer, qui sont libres, ce qu'on appelle des thèmes graphiques. Et vous pouvez aller plus loin en faisant du développement. Donc, c'est une approche intermédiaire. On peut démarrer et puis après confier son site à une agence pour aller plus loin. Mais le défaut de cet outil, c'est la sécurité, c'est les mises à jour. Il nécessite quand même une maintenance très forte, une sécurité très forte. Drupal, MediaWiki, je vous laisserai lire ces fiches. On passe ensuite au CMS en cloud, aux outils en ligne. Et là, je vais lister quelques outils que vous avez peut-être déjà croisés. Wix et Jimdo qui sont très, très répandus. Shopify qui est un outil en ligne qui est vraiment très performant pour de la vente en ligne. Mais là, on est sur quelque chose de payant. On est tout de suite sur du payant. Oxatis qui est aussi pour de la vente en ligne, mais beaucoup plus pro, avec un accompagnement pro des experts Oxatis, tout en étant sur un outil en ligne. Et les deux derniers, là, ça serait mes deux favoris que je vous conseillerais pour un démarrage très rapide et pour les deux cas de figure, hein, pour le site vitrine comme pour la vente en ligne. Envato, c'est un outil pour faire très simplement des sites web. Je pense que en une heure, vous avez créé quelques pages. Pourquoi est-ce que c'est rapide? Parce que c'est très simple et c'est très limité. Donc, on peut être présent très rapidement sur le web. On n'a pas beaucoup de choix en termes de graphisme, mais c'est très sobre et c'est efficace. On va faire une petite arborescence. Vous n'allez pas pouvoir mettre des sous-menus, des sous-sous-menus, des dizaines de pages. On reste sur quelques pages. Au niveau du référencement naturel, il est bien structuré et il est gratuit. Et sur sa version payante, c'est vraiment pas grand-chose, hein, 4 € par mois. On est vraiment sur quelque chose d'accessible. C'est vraiment dans une logique de petit site vitrine et on n'est pas perdu avec cet outil. Et ensuite, on a sur la colonne de droite, on a Equid. Equid, c'est un outil de gestion de boutique, mais c'est plus qu'un outil c'est vraiment très simple aussi, hein, dans la même philosophie qu'Envato. C'est un outil qui vous permet de faire un petit catalogue sur cette plateforme, pour faire un site de vente en ligne ou alors intégrer des produits sur votre site actuel. Si vous avez déjà par exemple un site sous WordPress et que vous voulez vendre quelques produits, vous créez les fiches produits sur Equid et vous les intégrez dans vos différentes pages, par exemple sur WordPress ou sur Wix ou sur un site HTML statique. Donc, il permet de vendre avec tous ces outils de paiement en ligne, de commande, de gestion de stock, de frais de port, etc. Il est vraiment
très simple mais complet. Et il est gratuit jusqu'à 10 produits, donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut tester, on peut vendre avec 1 ou 10 produits, on a des caractéristiques, donc c'est vraiment quelque chose de très accessible et je vous parie qu'en 1 heure, vous aurez fait votre fiche produit avec sa photo, ses déclinaisons et que vous pouvez tout de suite vendre. En conclusion de tout ça, avant d'aller sur une période un petit moment d'échange, au démarrage, on va définir, bien définir sa stratégie de communication, son identité graphique. C'est le point de départ. Être présent immédiatement sur le web, c'est ce que je vous conseille vraiment, et rester agile. C'est pas grave si on crée un site web et que dans 1 mois, on l'efface et qu'on en fait un nouveau. L'important, c'est d'être visible, d'être référencé, de pouvoir articuler toute votre stratégie de communication, les réseaux sociaux, les newsletters, et de démarrer, d'être présent, quitte à ce qu'on refasse tout dans 1 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an. Décrire les fonctionnalités de votre site web quand vous faites un cahier des charges. Allez vraiment en profondeur, dans le détail, dans votre logique. Faites des schémas, vous prenez un bout de papier, vous faites des croquis et vous mettez tout ça sur une feuille pour visualiser, pour montrer ça même à une agence, pour avoir un détail, le plus de détails possible pour faire un devis vraiment très précis qui permettra de rester dans les clous en termes de budget et de planning. Pour choisir son outil de création de site, le mieux c'est de tester. Prenez le temps, 1 heure pour chaque outil là que je vous ai présenté. Vous les testez en ligne, vous créez un compte, vous faites quelques pages. Si ça ne vous plaît pas, vous fermez, vous supprimez, vous partez au suivant. Tester, 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 c'est la philosophie des développeurs web. Et la grande question, faire son site web ou se faire accompagner, peut-être faire des devis pour avoir une idée. N'hésitez pas à donner votre budget, hein, ça ne sert à rien de cacher votre budget s'il est petit. Un budget de site web, c'est entre 1000, 2000 euros vraiment au plus bas pour un point de départ jusqu'à 50 000 euros. Si évidemment vous n'avez pas ce budget-là, si vous êtes vraiment limité, vaut mieux le dire tout de suite à l'agence et voir ce qu'on peut faire avec votre budget. Essayez de trouver peut-être un entre-deux. Vous laissez travailler sur une partie du projet et faire vraiment ce qui est le plus chronophage pour vous, ce qui sort vraiment de vos compétences. Donc, la réponse à faire son site web soi-même ou se faire accompagner, je n'aurai pas la réponse. Peut-être commencer par tester et ensuite voir ce qui coince et se faire accompagner après. Une fois que votre site est en ligne, évidemment, n'oubliez pas de le faire vivre. La vraie réussite du site web, c'est un site qu'on fait vivre au quotidien. Et ça passe par des rédactionnels, des contenus, des nouvelles pages qu'on va rajouter, des articles de blog, des événements, et tout ce qui tourne autour du site web, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. L'animation d'une newsletter, soyez réguliers dans les envois. Tout ça, c'est la stratégie digitale, et la stratégie digitale, c'est au quotidien. Il ne faut pas penser que créer un site web, le mettre en ligne, c'est un effort suffisant pour récolter des ventes. Il faut l'activer en permanence parce que la concurrence, elle est forcément présente et elle fait l'effort, la concurrence, de faire vivre son site au quotidien. Donc, soyez derrière votre outil en permanence. C'est pour ça qu'il faut un outil de gestion aussi de site web dans lequel vous serez à l'aise pour travailler tous les jours. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Vous pouvez télécharger tout ce PDF sur lacouleurduzèbre.com/mon_site_web.pdf. Vous récupérez tout ce document avec les fiches qu'on a sautées que vous pouvez voir en détail. Vous pouvez suivre notre entreprise sur notre agence sur LinkedIn et Facebook. On a une page entreprise pour les deux. Et nous contacter évidemment en direct. Je vous ai mis mon numéro de téléphone, mon adresse mail et l'adresse de l'agence mail et
l'adresse postale, on est place des Orphelins à la Cruteno, au centre de Strasbourg. Et ça sera évidemment un plaisir de vous rencontrer si vous avez des questions pour vos projets. Je laisse du coup la place aux questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà 2-3 questions. Je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. Alors, la question par rapport à Equid et Envato. Alors, Equid et Envato, j'ai des doutes sur la version française. Je ne suis pas certain qu'ils existent en français. C'est vrai que c'est fondamental. Tous les autres outils là, que je vous présente existent en français. Ça, c'est une certitude. Les deux derniers, c'est des petits outils qui sont un petit peu à la marge. Equid existe en français. Je vérifie ça en direct. Hop. Hop. Alors, ils nous soutiennent dans notre effort Covid-19. Ils nous disent ça en anglais, mais je ne vois pas de français. Et je ne suis pas certain que ces deux outils existent en français, malheureusement. En tout cas, ils sont quand même adaptés à la vente en ligne en France, en termes de gestion de paiement et de frais de port, ça fonctionne. Une question de Ben, depuis l'entrée en vigueur de la RGPD, y a-t-il de nouvelles contraintes pour la création d'un site internet? Les démarches de conformité de site sont-elles sous la responsabilité de l'agence de communication? La conformité nous est-elle garantie par l'agence? Alors, non. On ne peut pas vous garantir qu'il y a une conformité RGPD. Nous, on est toujours là pour vous conseiller, pour vous guider avec notre expertise, mais on n'est pas des juristes. On ne peut pas se permettre de dire que le document qu'on va vous fournir, il est conforme à tel et tel décret de texte de loi. On doit être forcément dans le conseil et vous prévenir des risques de gestion. Vous êtes, en tant que propriétaire du site web, le responsable éditorial. Et quand une agence crée un site web, on peut vous livrer le site vide, dans le sens contenu, où on va simplement faire du design et faire les développements, et vous former à l'outil de gestion de site. Et c'est vous, après, qui, en termes de fonctionnalités, d'extension, par exemple, pour récolter des informations à propos d'internautes, inscription de newsletter, c'est vous qui allez rajouter ces fonctionnalités-là, puisqu'il y a une forme d'autonomie quand même avec un outil de gestion de site web qu'une agence vous aurait mis en ligne. Mais vous êtes le propriétaire et responsable de vos contenus. Donc, même si on vous rédigeait des contenus, qu'on vous proposait des contenus, vous seriez en capacité de les modifier et de les faire évoluer. Donc, on ne peut pas être responsable finalement d'un contenu, mais on sera toujours là pour vous avertir en cas de risque et vous sensibiliser à tous les problèmes de la RGPD. Pour résumer la RGPD, pour ceux qui ne seraient pas forcément à l'aise avec ce sujet, la RGPD, c'est la réglementation générale de la protection des données, une loi européenne qui est entrée en vigueur il y a un peu plus de 2 ans et qui oblige toutes les structures à mettre en conformité leur site web pour permettre aux internautes de modifier d'accéder à leurs données personnelles. Ou de les supprimer, ces données personnelles. Ce qui veut dire que si vous créez un compte sur un site web, le site web doit vous permettre de modifier ces infos, les supprimer ou vous donner le contact de la personne qui est responsable de la gestion de ces données au sein de l'entreprise. Donc vous pouvez faire ça aussi par téléphone ou par mail, demander à savoir quelles données sont détenues à votre sujet et demander à ce qu'on supprime ces données. En parallèle de ça, il y a aussi les cookies. Les cookies, ce sont des petits fichiers qui sont déposés par le site web dans un navigateur pour
permettre au site web de savoir si vous êtes déjà passé, vous êtes repassé sur le site web, si vous avez activé telle et telle fonctionnalité, par exemple fermer une fenêtre de pop-up, par exemple si vous avez une fenêtre qui surgit qui vous propose de vous inscrire à une newsletter, vous cliquez sur la croix pour fermer cette fenêtre. On va du coup enregistrer un cookie sur votre ordinateur pour un petit marqueur pour savoir que vous avez déjà fermé la fenêtre, pour ne pas vous reproposer de l'inscription à la newsletter, pour ne pas réouvrir ce pop-up. Donc le cookie, c'est simplement un marqueur, c'est fonctionnel, mais dans certains cas, le cookie peut aussi laisser des traces et vous suivre un petit peu, ce qu'on appelle traquer dans votre navigation. Donc il peut y avoir des aspects privés dans la gestion d'informations. Et quand on a une barre de cookies qui autorise ou non les cookies, c'est pour être dans la conformité RGPD, cette réglementation européenne. Mais évidemment, toutes les agences doivent vous accompagner un petit peu et être force de proposition dans l'approche RGPD. Une question de Pauline. Que conseillez-vous de faire pour acquérir les compétences nécessaires au référencement naturel? Alors, le référencement naturel, c'est un domaine qui s'approche, qui est à la fois sur des aspects techniques, des aspects développement et des aspects sémantiques. Et je dirais que l'aspect sémantique est plus important que... Enfin, plus important une fois qu'on a son site web. On ne va plus trop penser aux aspects techniques, mais surtout aux aspects sémantiques. Et donc, la formation pour du référencement naturel, c'est à mon avis la solution. Vous pouvez vous auto-former. Il y a beaucoup de documents sur le web, de tutoriels sur le référencement naturel. Il y a beaucoup d'ouvrages. Et vous pouvez faire des formations. On anime de notre côté aussi des formations. Pour le référencement naturel, on fait ça entre une demi-journée et 2 jours. Ça dépend des objectifs et déjà des prérequis, des compétences des participants. Et c'est dans ces formations pour le référencement naturel, on va aborder les aspects techniques. On parlera de balises HTML, même si on ne va pas y travailler tous les jours, mais savoir quelles balises HTML correspondent les différents champs du back-office, de l'outil de gestion de site. La manière dont Google va voir votre site web, va scanner vos pages web, l'importance de la sémantique, de la ligne éditoriale, de la fréquence de publication. Et on va aussi voir, on va étudier des outils qui permettent d'analyser votre référencement, le positionnement de vos concurrents, voir les défauts de votre site web et voir ce qu'on pourrait améliorer et analyser aussi le trafic, analyser les internautes, pourquoi les internautes sont arrivés sur votre site, à partir de quels mots-clés ils ont réussi à vous trouver, et à l'inverse, pourquoi est-ce qu'on ne vous trouve pas, et comment corriger ce problème-là. Est-ce qu'il y aurait encore des questions ? Bon, en tout cas, on reste disponible. Vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Mario pour ta remarque. Et puis, je vous invite à vous inscrire aux autres conférences cette semaine. Tout ça, c'est une cohérence, c'est quelque chose de global. Toutes ces conférences cette semaine. Vous avez des conférences sur les réseaux sociaux, hein, c'est ce
qu'on évoquait aussi, la continuité, donc tout l'effort qu'il faudra faire. Il y a une conférence sur la vente en ligne, sur les outils de vente, et sur les méthodologies de click and collect. Il y a plein de conférences cette semaine qui sont en cohérence avec toutes ces thématiques-là et qui vont plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, je vous conseille de vous inscrire ou de les voir en replay. Oui, on a le paiement en ligne cet après-midi, le click and collect vendredi, dans la continuité directe de cette notion d'e-commerce. Donc, pour ceux qui ne seraient pas inscrits au webinaire de cet après-midi sur le paiement, je vous partage le lien public au cas où, puisqu'on ne peut plus s'inscrire en ligne pour l'instant. Merci Jean-Marc. Bon, s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup Emmanuel, c'était parfait. Il y aura le replay effectivement disponible aussi. On renverra le lien à tout le monde et également à ceux qui étaient inscrits et qui n'ont pas pu venir. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit cours en ligne. C'était parfait. Et merci à toute l'équipe de la CCI pour l'organisation de cette semaine très intéressante.